Bonjour, je suis donc Pierre Corbinet, je suis auteur de jeux vidéo et je viens vous parler donc de Wednesdays. Wednesdays, c'est un jeu vidéo narratif qui traite du pire sujet qu'on puisse imaginer pour un jeu vidéo, c'est-à-dire l'inceste et les violences sexuelles sur mineurs et entre mineurs. C'est un jeu sur lequel moi je travaille depuis début 2022, donc moi je suis donc l'auteur du jeu et on va dire le directeur créatif, et c'est vraiment le jeu que j'ai porté. Et le jeu est sorti il y a moins d'un mois, 26 mars, et il est coproduit et publié par Arte et aussi coproduit par The Pixel Hunt. Mais donc voilà, moi je porte vraiment ce projet depuis 3 ans, donc c'est mon bébé. J'ai vraiment des tas de choses à raconter dessus et je vais évidemment pas pouvoir tout raconter ici. Donc j'ai choisi un angle très pro, on va dire. Je vais essayer de vous parler d'un truc très précis qui est les contraintes créatives et comment on a utilisé ça dans la création de ce jeu. Mais je pense que ça va être aussi assez rapide et qu'on aura du temps après pour des questions, pour parler de plein d'autres sujets, parce que ce jeu peut, j'imagine, susciter pas mal de questions. Donc je vais juste vous montrer, je vais vous lancer le trailer du jeu, histoire que tout le monde ait une petite idée de quoi on parle. I am a survivor of incest. 20, 10, or even 5 years ago, I wouldn't have put it that way. There was a long journey to get to where I'm at today. Free, proud, and at peace. Wednesdays isn't a video game about incest per se. It doesn't address the starting point. It's about the journey. One day, a killer whale landed on my doorstep. You can't exactly ignore a whale. This one helped me look back on my memories. It helped me realize how deeply I had buried trauma and how far it reached. My family, my friends, my exes, they've always been there for me. Even though they didn't hear or see everything, they stuck around. They are the true heroes of Wednesdays. Flawed, imperfect heroes, sure, but what are you supposed to do? Wednesdays is meant to be colorful, kind, and filled with hope, sometimes even funny. I'm not saying it's not going to make you cry. Honestly, you're probably going to cry. But it will be good tears. Alors voilà, ça vous donne une petite idée de ce que c'est le jeu, pour ceux qui ne l'avaient pas vu passer encore. Que je remette ça en plein écran. Yes, on est bon. Donc je vais revenir un peu plus tard sur le jeu, mais d'abord, pourquoi vous parler de contraintes ? Alors moi, certains me connaissent peut-être pour ce site-là que j'entretenais il y a déjà un petit moment, entre 2010 et 2019. C'était un site où je m'intéressais à plein de petits jeux indépendants trouvés sur Internet, essentiellement des jeux de game jam, des jeux donc réalisés déjà sous contrainte de temps, 48 heures pour créer un jeu, contrainte de thème, d'outils parfois. Et ce site s'appelait Oujovipo, ce qui signifie ouvroir de jeux vidéo potentiels. Et ce nom-là était évidemment une référence à l'Oulipo. L'Oulipo, c'est un mouvement littéraire que j'aime beaucoup, un mouvement littéraire français des années 60, et dont le credo était que les contraintes sont vectrices de créativité, et qu'en se posant des contraintes créatives, on allait pouvoir en fait élargir le champ des possibles, donc de la littérature potentielle, et donc créer des œuvres nouvelles et belles. Et parmi dans les ouvrages les plus connus de l'Oulipo, on va pouvoir citer par exemple La disparition de Pérec, qui est le roman qui est écrit sans la lettre E, Les exercices de style de Raymond Queneau, ça c'est une même histoire qui est racontée de 100 façons différentes, dans 100 styles différents. Ou alors encore Marel de Cortázar. Marel de Cortázar, c'est un livre qui se présente un peu comme un livre dont vous êtes le héros, avec des paragraphes qui sont numérotés, et on peut le lire de gauche à droite, de la première à la dernière page normalement, ou alors en suivant les numéros, dans l'ordre des numéros, pour découvrir une autre histoire. Donc moi je suis assez fan de l'Oulipo, et je suis très convaincu aussi de l'importance de la contrainte dans la création, et c'est ce dont je vais vous parler ici à travers le jeu de Wednesdays. Donc dans le trailer, vous avez peut-être vu un peu à quoi ça ressemblait le jeu. On a 2 parties.
une partie où il y a un parc d'attractions et on pose des attractions, une sorte de simili-jeu de gestion, et une partie avec des scènes qui ressemblent à des scènes de visual novel ou de bande dessinée interactive où on va faire des choix, où les personnages vont discuter. Et donc c'est surtout cette deuxième partie dont je vais vous parler. Donc la première contrainte que je m'étais posée, donc dès le début de Wednesdays, c'était dans chaque scène du jeu, je veux qu'on incarne un personnage joueur différent. Je m'étais posé cette contrainte, pourquoi ? Parce que, à la base, je voulais faire un jeu vidéo sur le thème de l'inceste et des violences sexuelles sur mineurs. Et je me demandais, mais qui on va incarner dans un tel jeu ? Incarner la victime, ça ne me semblait pas pertinent. Parce que, justement, une victime d'inceste ou de violences sexuelles sur mineurs, un mineur, du coup, c'est pas quelqu'un qui a le choix, c'est pas quelqu'un qui a de l'agency. Et donc, ça n'aurait pas de sens de donner aux joueurs la possibilité d'incarner ce personnage et de faire des choix, puisque justement on n'en a pas. À moins que ce soit le propos du jeu, mais bon, c'est un propos assez simple quand même, et pas besoin de bosser 3 ans là-dessus. Donc ça n'allait pas. Est-ce que dans ce cas-là on va incarner qui ? L'agresseur ? Personnellement, j'avais pas du tout envie de ça. Je pense que déjà le sujet était suffisamment casse-gueule comme ça pour ne pas avoir besoin d'en rajouter. Du coup, qui y restait ? Eh bien, tout le reste, tous les autres personnages. C'est là que j'ai pensé qu'en fait, dans ce jeu-là, on devrait incarner non pas donc la victime, non pas l'agresseur, mais l'entourage de la victime. Et c'est là qu'est apparue cette contrainte-là, de dire, quitte à incarner des personnages différents, autant que aller jusqu'au bout. Cette contrainte-là, elle a permis de générer déjà de trouver plein de scènes différentes. Donc ça aboutit à 17 scènes différentes avec, où on va incarner 17 personnages différents. Et ça a permis d'aller chercher plein de contextes différents. Et donc du coup on va jouer des personnages de la famille, des amis, des instituteurs. La contrainte, voilà, elle a ouvert ça. Elle a ouvert la porte à pas mal de choses. Donc première chose, pas mal. Et elle a aussi permis de limiter le scope, je dirais, puisque au bout d'un moment, au bout de 17 scènes, j'avais plus d'idées, c'était parfait, ça a permis d'arrêter. Le problème, c'est qu'avec toute cette foule de personnages, on a un peu du mal à suivre l'histoire. Donc c'est là que je me suis posé une deuxième contrainte. D'accord, mais on doit avoir besoin d'un personnage principal, Timothée. Et ce personnage principal, il doit être présent dans toutes les scènes, pour qu'on puisse avoir ce fil rouge. Donc on va le retrouver, donc c'est Timothée, c'est ce personnage avec sa tête cubique, qu'on va retrouver enfant, pré-ado, ado, adulte, à différents moments de sa vie. Et toutes ces scènes-là, dans des lieux différents, à des moments différents, ne peuvent être comprises que grâce à cette contrainte du personnage toujours présent. Mais bon, du coup, ça devenait un petit peu trop simple. J'aime beaucoup les jeux de Sam Barlow, Her Story, Telling Lies, ce genre de jeu où on a des petites unités narratives qui arrivent dans le désordre et qu'on va chercher nous-mêmes et on va essayer de réassembler les pièces du puzzle. Et je voulais quelque chose comme ça pour Wednesdays. Et je me suis donné donc comme contrainte que dès l'écriture des scènes, je voulais que toutes les scènes puissent être jouées dans n'importe quel ordre. Et c'est-à-dire faire en sorte que en prenant une scène A et une scène B, que la scène A, si on la joue avant la scène B, la scène B va être éclairée à la lueur de la scène A, mais que si on joue la scène B sans avoir joué la scène A, elle aura du sens aussi, un autre sens. Et que selon l'ordre dans lequel on va jouer les scènes, on aura des expériences très très différentes. C'est une contrainte à laquelle je me suis pas mal tenu, et ça se manifeste sous la forme de ce parc dont j'ai parlé plus tôt. Pour expliquer, on est dans cette phase de parc, je ne vais pas m'attarder dessus pour ici, mais on se retrouve à jouer à ce vieux jeu vidéo rétro de construction de parc d'attractions. On va choisir une attraction, la poser dans le parc, et cette attraction-là est liée à un souvenir et va nous projeter dans le souvenir. Donc en tant que joueuse, on a le choix des attractions qu'on construit dans l'ordre qu'on veut, et donc le choix de l'ordre dans lequel on va découvrir les scènes du jeu, les souvenirs de Timothée. Encore une contrainte, cette fois liée à l'accessibilité que je me suis posée très tôt. Je voulais que ce jeu soit accessible à quelqu'un qui n'avait jamais joué à un jeu vidéo.
Je voulais que si on sait se servir vaguement d'un ordinateur, on puisse jouer à Wednesdays. Pour réussir ça, je me suis posé du coup une autre contrainte assez forte qui était que je voulais que le gameplay dans ces scènes, ce soit toujours le même. Et ce soit toujours cliquer sur des bulles de dialogue comme celle-ci. Donc on a des dialogues, on a des conversations, puis de temps en temps on a un choix assez classique de visual novel. Et on sélectionne une phrase qui va ouvrir la conversation, qui va amener la conversation dans une certaine direction. Ça semble tout bête comme ça, mais c'était important de se poser cette contrainte-là. Est-ce que là on voudrait pas un mini-jeu ou un mini-jeu de pêche, ça serait pas fun? Non, on ne veut pas, parce qu'on a cette contrainte d'accessibilité. Et on s'y est tenu. Et en tout cas, le résultat, je crois, est plutôt réussi, puisque moi, mes parents ont réussi à jouer à Wednesdays, et c'est leur premier jeu vidéo, et ils sont plutôt jeunes, et ils ont réussi à jouer au jeu. Donc je pense qu'on a plutôt réussi sur ce point-là. Encore une contrainte, côté graphique cette fois, c'était pour les couleurs. Là, normalement, j'avais un GIF, mais bon, c'est en PDF, donc ça marche plus. Donc ça montrait un peu par où on était passé. Mais donc ni Exaeva, la graphiste, ni moi étions super calés sur le champ des couleurs et on ne savait pas forcément dans quelle direction aller. Et du coup, on a fait plein de recherches et tout, et on a fini par se donner une contrainte qui nous a bien aidé, qui était qu'on voulait 4 couleurs par scène. 2 couleurs pour les personnages, 2 couleurs pour le fond. Parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on voulait, tout ce qui nous intéressait dans ces graphismes, c'était que les personnages ressortent sur le décor, puisqu'on n'a pas d'UI, pas d'interface ou quoi que ce soit. Et 2, que ce soit rapide à faire, parce que j'en ai pas parlé, mais tous les dessins sont réalisés à la main, ça prend déjà beaucoup de temps. S'il fallait en plus faire les couleurs à l'aquarelle, ça aurait été un peu trop compliqué. Donc on voulait un schéma de couleurs simple, qu'on puisse reproduire facilement sur toutes les scènes. Ce qu'on a fait donc avec ce schéma de 2 x 2 couleurs. Et cette contrainte-là, bien loin de nous contraindre, elle nous a aidé à ne pas se prendre la tête sur chaque scène et à savoir exactement ce qu'on voulait. Enfin, pas à savoir exactement ce qu'on voulait, mais à savoir exactement ce qu'on cherchait, c'est-à-dire à chaque fois 4 couleurs. Et avancer beaucoup plus vite sur le projet. Une contrainte côté son aussi que je m'étais donnée, c'était d'avoir tous les sons qui soient intradiégétiques. C'est-à-dire... le jeu parle d'inceste et de violence sexuelle sur mineurs, et même s'il montre rien, il n'y a pas de scène de viol ou quoi que ce soit dans le jeu du tout, même pas suggéré. Suggéré. Elles existent quelque part dans l'histoire, mais elles ne sont pas montrées dans le jeu du tout. Et je voulais pas traiter de ça de manière métaphorique, poétique ou quoi que ce soit. Je voulais quand même traiter le sujet assez frontalement. Et donc le sound design devait accompagner cette idée. Et c'est pour ça que je voulais que ce soit intradiégétique. Intradiégétique, ça veut dire que quand on entend un son dans le jeu, c'est un son qui provient de l'espace du jeu. On n'a pas tout d'un coup un petit morceau de piano triste qui vient se mettre par-dessus pour nous faire pleurer. Je voulais surtout pas ça. Je voulais surtout pas un petit morceau de piano triste. Du coup, là, dans une scène où on est dans une voiture, on va entendre le bruit de la voiture. On va pouvoir entendre de la musique parce qu'il peut y avoir la radio dans la voiture. Où là, cette scène-là, c'est une scène où quelqu'un regarde son téléphone, on peut avoir de la musique en fond, puisqu'on peut imaginer que la personne est dans une chambre en train d'écouter de la musique. Donc ça reste intradiégétique. Petite exception quand même à ça, c'est les voix des personnages. Donc là, j'ai pas de vidéo pour le faire écouter, mais le jeu n'est pas doublé. Et à la place de doublage, donc chaque personnage a une sorte de petite gamme de sons. Que Virginia, la sound designeuse, a enregistré. Et là encore, on avait une petite contrainte qui était que toutes ces gammes de sons, on voulait qu'ils viennent du domaine de l'écrit pour créer une unité. Donc le personnage principal, Timothée, à chaque fois qu'il va s'exprimer, il va faire des sons de machine à écrire. On a une institutrice, elle va faire des bruits de craie sur un tableau. On a le père qui est plus âgé, il va faire des bruits de stylo-plume. Les enfants vont faire des bruits de feutre et de crayon. Donc on s'était un petit peu amusé avec ça, et donc on avait aussi cette mini-contrainte dans le sound design. Mais donc surtout, la contrainte la plus importante que je m'étais posée pour ce jeu, c'était que je voulais que chacune des scènes soit unique. Que chacune des scènes soit vraiment singulière pour le joueur, pour la joueuse, les surprenne, ou du moins les
les gardent leur attention, parce que évidemment, quand on fait un jeu vidéo, on ne veut pas que les gens s'ennuient. Donc c'était peut-être la contrainte la plus importante. Celle-là, je ne vais peut-être pas m'appesantir dessus pour l'instant. Mais donc, je vous ai parlé donc de contraintes et de comment ça pouvait driver la créativité, comment ça pouvait amener des bonnes idées, tout ça. Mais ces contraintes-là, est-ce qu'on les a vraiment respectées ? C'est ce qu'on va voir. Donc, première contrainte, une scène égale un personnage de joueur différent. Est-ce qu'on a respecté cette contrainte ? Alors voilà, je ne sais pas comment, j'ai pas réussi à mettre des sons directement sur le PDF ou quoi que ce soit, donc je vais faire les sons à la bouche. Ça va être un peu awkward, mais désolé, j'ai que ça. Donc non, on n'a pas au final un personnage différent par scène. Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a cette scène-là. La scène qui s'appelle la scène de Felda. Donc dans cette scène, vous voyez, on a deux personnages. On a le personnage de Timothée en haut, le personnage de Maxime en bas. On ne peut pas jouer Timothée, parce que c'est quelque chose qu'on a mis dans la contrainte. Donc, on doit jouer Maxime. Sauf que, problème, on a déjà une autre scène où on joue Maxime. Pourtant, j'avais très très envie de faire cette scène. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans cette scène, on joue Felda, le personnage de jeu vidéo auquel Maxime est en train de jouer. Donc du coup, on contrôle le personnage de jeu vidéo que contrôle Maxime, mais on ne joue pas vraiment Maxime. Les gens ne le comprennent même pas vraiment. Lors des playtests, quand je demandais aux gens, bon, mais on joue qui dans cette scène ? Ils me répondaient, Maxime. Mais moi, je sais que c'était pas le cas. Mais en fait, surtout, la contrainte, c'est un exemple concret de comment la contrainte, elle m'a forcé à imaginer cette scène et elle a designé très différemment. Je ne veux pas trop vous spoiler si vous n'avez pas joué, mais du coup, il y a un design très particulier dans cette scène qui a été du coup forcé par cette contrainte qui me gênait à ce moment-là. Mais la contrainte, elle a été abandonnée plus tard aussi, puisque dans ce jeu-là, finalement, oui, on va jouer Timothée. Et on va même pas jouer Timothée pour une scène, on va jouer Timothée pour 2 scènes. Mais pourquoi ? C'est pas parce que j'avais plus d'idées, c'est parce que ça faisait du sens. C'est parce que, arrivé à la fin du jeu, Timothée reprend le contrôle de sa vie, reprend le contrôle sur son destin. Et à ce moment-là, ça fait du sens qu'il devienne le personnage qu'on incarne. Et donc la contrainte n'a pas été respectée, mais pour une raison bien précise qui était voulue. Mais ok, bon, une contrainte ratée, c'est pas trop grave. Mais alors, est-ce que Tim doit être toujours présent ? Est-ce qu'on a respecté ça ? Au moins, c'est facile. Alors non, pas vraiment. Là non plus. Là, pour le coup, c'était même pas fait exprès. Dans cette scène-là, en l'occurrence, on a... Tim va être présent dans la scène, mais il arrive un peu plus tard. Et au début de la scène, Tim n'est pas présent. Et en playtest, c'est vrai qu'on m'a posé la question, mais c'est un peu bizarre, parce que c'est censé être les souvenirs de Tim. Mais du coup, comment ça se fait que Tim il se souvienne de scènes à des moments où il n'était même pas dedans ? Je sais pas. Là, pour le coup, j'ai pas vraiment réfléchi tant que ça. Mais pour dire que là, par erreur, par exemple, déjà, la contrainte n'a pas été respectée. Et elle n'a pas été respectée dans cette scène non plus, puisque, comme vous pouvez le voir, Tim n'est pas présent à l'écran. Alors, Tim est présent en un sens, puisque dans cette scène, on a une conversation téléphonique à laquelle Tim participe. Donc là, vous ne la voyez pas, mais elle se passe dans les dialogues. Mais on ne voit pas Tim, on ne voit pas forcément que c'est lui qui parle. Et l'idée de base qui était, on veut que Tim soit présent dans toutes les scènes pour que ce soit plus clair pour les joueurs, là, on l'abandonne complètement. Mais là aussi, il y avait une raison. C'est parce que c'est dans cette scène-là, on va entendre les témoignages de beaucoup d'autres victimes d'inceste et de violences sexuelles sur mineurs. Et c'est justement la scène où ce n'est plus que l'histoire de Tim. Et c'est la scène où on voulait montrer les autres récits. Rappelez que oui, dans Wednesdays, on vous raconte une histoire, mais il y en a plein des histoires. Et donc voilà, c'était la scène dans laquelle on voulait que Tim s'efface. Et une fois encore, si la contrainte n'a pas été respectée, c'est pour une raison bien précise. Quant aux scènes qui peuvent être jouées dans n'importe quel ordre, là non plus, ça n'a pas du tout été respecté, puisque même si c'est sympa de pouvoir tout jouer dans n'importe quel ordre, c'est quand même sympa aussi d'avoir un début et une fin. C'est un truc qu'on fait depuis le début du storytelling de l'humanité, et franchement, ça marche pas mal. Donc, j'ai finalement décidé de garder cette idée d'avoir un début et une fin. Et de la même manière, même si les scènes ont été écrites pour pouvoir être jouées dans n'importe quel ordre,
en termes de design, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit a priori jouée dans l'ordre le plus satisfaisant possible pour les joueurs. Donc on a toujours une grande variété de playthroughs différents. D'ailleurs, ça, c'est un schéma, ça ressemble à peu près à ça dans le jeu, mais là, c'est pas du tout le schéma définitif. Il y a même des personnages, des scènes coupées là-dedans. Mais c'est pour vous donner une idée un petit peu du schéma, comment il a été pensé. Donc voilà, la contrainte de tout jouer dans n'importe quel ordre, je me suis bien rendu compte que c'était illusoire et qu'il fallait retravailler ça pour faire un meilleur jeu. Parce que finalement, l'expérience des joueuses est meilleure et plus importante que mes petites contraintes personnelles. Celle-ci de contrainte, bon, ça c'était assez facile, donc on l'a forcément respectée. Je suis de plus en plus mauvais. Donc non, cette contrainte n'a pas été respectée, mais alors pas du tout. Alors oui, on a respecté l'idée d'avoir un gameplay de visual novel avec des bulles à cliquer, mais quant à l'idée de garder toujours le même schéma avec 3 bulles, là pas du tout. J'ai beaucoup d'exceptions à vous présenter, je ne vais même pas toutes vous les montrer, mais pour pas tout spoiler, mais on a par exemple une sorte de mini-jeu, mini-QTE avec 2 bulles ici, dans la scène Lucie. On a une autre scène où, au lieu de 3 options, on va avoir un nombre d'options qui grandit et qui grandit et qui grandit. On va avoir des scènes où les options qu'on choisit ne sont pas celles qui sont faites par le joueur. On va avoir des scènes où les options sont des pensées et non pas des choses qu'on va dire. On a en fait introduit une grande variété dans les modes d'interaction, mais en respectant par contre tout de même l'idée qu'il fallait cliquer des bulles. C'est la seule chose qu'on a gardée de la contrainte au final. Pour les couleurs, malheureusement, on ne l'a pas respecté non plus. Et là encore, pour des bonnes raisons. On a par exemple cette scène-là qui se joue sur plusieurs temporalités. Avec, là en fait, ce qu'on voit en jaune, là au fond, c'est le présent. Et ce qu'on voit dans la case au centre, c'est le passé. Et donc, jouer sur les couleurs s'est révélé être une excellente manière de faire comprendre ces temporalités. Et donc, on respecte d'un côté bien le schéma 2 couleurs personnages, 2 couleurs décor pour la scène, mais en fait, on se retrouve avec 2 scènes en une, avec encore deux couleurs pour le personnage différentes et 2 couleurs pour le décor différentes. D'une autre manière, dans cette scène-là, on a bien la contrainte qui est respectée, de 2 couleurs, mais, et là j'ai pas pris un screenshot malheureusement, mais plus tard dans la scène, la situation change un peu, la scène change d'ambiance, et il y a un changement de couleur. Donc là on se retrouve une fois encore avec une scène qui a 2 fois plus de couleurs. Et là encore, ce n'est pas par accident, c'est parce que utiliser ces couleurs en plus permettait de véhiculer des émotions en plus. Et enfin, évidemment, on a aussi cette scène-ci, qui n'a pas du tout 4 couleurs, mais 2. D'ailleurs, pour l'anecdote, le jeu a été, dans le cadre de tests d'accessibilité, le jeu avait été testé par une personne qui était achromatique. Donc moi, je ne connaissais même pas achromatique, c'est quelqu'un qui ne voit pas du tout les couleurs, qui voit le jeu en nuances de gris. Et on avait l'air d'avoir fait du assez bon boulot, puisque toutes les scènes lui paraissaient très bien contrastées et qu'il n'y avait aucun problème, sauf pour celle-ci. Et celle-ci, c'est la seule scène où il a tiqué et il nous a dit « Ah non, mais là, il y a un problème ». Alors que c'est la seule scène qui est en noir et blanc. Mais en fait, je comprends, puisque comme on n'a pas appliqué la contrainte, les personnages sur celle-ci ne sont pas contrastés avec le décor. Le sound design réaliste, ça, c'était assez facile. Voilà, la seule chose vraiment que je m'étais posé comme contrainte, c'est comme j'ai dit, pas de sad piano, quoi. Pas le piano triste à la fin, que après tout le monde y pleure et tout. J'ai mis le side piano. Parce qu'en fait, ça marche. Si les gens y mettent des pianos tristes au moment où on veut que les gens y soient tristes, eh ben, ça marche. Donc on l'a fait dans cette scène, on a mis un piano triste. Et j'en suis pas fier, mais on l'a fait encore une fois pour une bonne raison, parce que ça fonctionne. Donc voilà, comme on peut voir, jusqu'à présent, c'était pas glop. J'espère au moins qu'on a respecté la dernière. Oui, celle-ci, elle a été respectée. On a, je crois, vraiment des scènes qui sont vraiment toutes uniques, toutes différentes. Mais c'est pas parce que on s'est appliqué à suivre cette contrainte.
c'est parce qu'on s'est appliqué à ne pas suivre toutes les précédentes. Si on a réussi à avoir un jeu qui a des scènes qui sont aussi distinctes et aussi uniques, c'est parce que, on s'est posé des contraintes qui nous ont demandé de penser en dehors de la boîte, de trouver des nouvelles idées, d'ouvrir un peu nos chakras créatifs, et aussi parce qu'on a choisi de ne pas respecter ces contraintes quand ça nous semblait sensé. Parce qu'en créant, du coup, ces contraintes, on crée aussi un rythme, une sorte de régularité chez les joueuses, un confort. Les joueuses vont s'attendre à ce qu'il y ait toujours 4 couleurs. Les joueurs vont s'attendre à ce qu'on ait un personnage différent à chaque fois. Les joueurs vont s'attendre à ce que le son soit diégétique. Et à chaque fois, pour chaque contrainte, on peut se permettre une fois de créer la surprise, de les surprendre et de rendre cette scène-là unique. Donc c'est globalement ma conclusion, c'est globalement là où je voulais en arriver. Les contraintes créatives sont évidemment capitales à la créativité, oserais-je dire, même si tout le monde ne l'utilise pas. Mais voilà, comme le disaient les gens de l'Oulipo, les Oulipiens, voilà, la contrainte est vraiment vectrice de créativité. Mais s'en absoudre, c'est aussi vecteur de créativité et c'est aussi un moyen de faire des choses, je crois, belles et surprenantes et faire un jeu qui est pas mal, je crois. Donc jouez-y, ça s'appelle Wednesdays, c'est disponible sur itch.io et Steam. Bon voilà, on a mis beaucoup d'amour dans ce jeu et je suis très content du résultat. J'ai bien conscience aussi que dans ce petit talk, j'ai pas adressé les éléphants dans la salle, qui est qu'en fait on a fait un jeu sur l'inceste et les violences sexuelles sur mineurs. Mais du coup, si vous avez des questions et tout là-dessus, moi je suis complètement OK pour répondre à tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Merci infiniment, Pierre. Moi, j'ai trouvé ça très très bien tourné et je pense qu'on n'avait jamais aussi bien imité à la bouche le bruit du buzzer négatif. Je me suis beaucoup entraîné. D'accord. Par contre, l'effet est saisissant. Hein. Non, mais l'effet est saisissant. Sur le côté, on a sursauté 2-3 fois quand même. Il y a eu un petit stress quand même 2-3 fois où je n'étais pas prêt. Bien, moi j'ai trouvé que c'était une façon très chouette de tourner justement toutes les contraintes auxquelles finalement vous avez voulu faire face dans un premier temps. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que des mains se lèvent? Très bien. Alors, j'en vois déjà 2. Je vais aller voir la première qui s'est posée et qui s'est levée et qui est tout au fond. Bonjour. Ouais, on entend. C'était très cool. Merci beaucoup. J'ai 2 petites questions. La première, c'est un moment où vous nous avez montré une slide avec une notion de présent et de passé avec des contrastes colorimétriques. Ouais. Et c'est une idée super cool. Du coup, je me demandais, j'ai remarqué que dans les autres slides, il y avait énormément d'environnements qui ont une dominance de bleu et de couleurs froides. Est-ce que ça veut dire que ces scènes-là sont toutes dans le passé? Alors, non. Déjà, juste pour cette scène, pour rendre à César ce qui est à César, je veux juste préciser que c'était une idée d'Exaeva et pas la mienne. Ensuite, pour les couleurs, on a évidemment réfléchi au fil des scènes. Là, on voulait, je pense que dans cette scène-là, plus que présent, passé, on voulait faire été-hiver. Été, automne, hiver, parce qu'il y a aussi des scènes en automne. Donc là, les couleurs plus froides, en l'occurrence, c'était finalement pour signifier un climat plus froid, on va dire. Mais toutes les scènes n'ont pas des couleurs forcément froides. J'ai pas tout montré, hein, mais on a des scènes en fait beaucoup plus. C'est vrai que là, la sélection est sombre. Mais on a des scènes très lumineuses aussi. On a un peu de tout, mais c'est vrai qu'on abuse beaucoup de. Enfin, on est quand même sur des tons très pastels. On a beaucoup de bleu et beaucoup de rose. Je ne saurais pas dire pourquoi. C'est à chaque fois on se retrouvait encore avec du rose. Ah, mais on peut pas ne pas avoir de rose cette fois. Et puis on se retrouvait toujours avec du rose. Parce que j'aime pas le vert déjà, donc ça éliminait pas mal de trucs. et parce que en fait on a aussi fait un gros effort sur j'en parlais un peu avec l'accessibilité, les tests d'accessibilité, mais on a fait un gros effort pour avoir des scènes qui ressortaient bien côté daltonisme. Et donc on
À chaque fois qu'on trouvait des couleurs, on essayait de voir ce que ça donnait. Ok, qu'est-ce que ça donne sans rouge, qu'est-ce que ça donne sans vert, qu'est-ce que ça donne sans bleu. Et on voulait, pas que ce soit joli à chaque fois, parce qu'il ne faut pas déconner, mais en tout cas que ça soit contrasté à chaque fois. Et je pense que cette contrainte-là, technique un peu, qu'on s'est imposée, elle nous a forcé à aller dans certaines couleurs. Et je pense que c'est plutôt ça qui fait que les couleurs reviennent souvent. Ok, nickel. Et juste concernant la troisième contrainte, celle de l'ordre de jouabilité des scènes, au final, quel choix vous avez pris? Est-ce que vous avez laissé le choix aux joueurs de jouer ça n'importe comment, quitte à ce qu'il ait quelque chose de pas forcément cohérent, ou est-ce qu'il y a un système qui bloque certains accès à d'autres scènes? Alors, la première scène est toujours la même. Les deux dernières scènes sont toujours les mêmes. Entre ça, on a donc, je vais essayer de retrouver le petit schéma là. On a deux systèmes qui permettent de contrôler un peu l'ordre. Le premier système, c'est donc qu'on contrôle quelles attractions sont débloquées dans le parc et donc quelles scènes peuvent être jouées après. Donc au début du jeu, on va avoir, c'est pas ça en l'occurrence, mais on va avoir que 3 attractions débloquées une fois qu'on a joué la première scène. On va pouvoir donc jouer Joël, Fatia ou Laetitia. Et ensuite, si on joue Fatia, on va débloquer Flunk et Erwan, qui sont 2 personnages qui n'existent plus. Mais donc du coup on a ce premier outil là qui est l'outil de chaque scène débloque d'autres scènes et donc on laisse du choix aux joueurs, les joueurs en joueuses ont toujours du choix entre plusieurs scènes à construire, mais on choisit ce qu'on débloque. Donc c'est à dire que là je sais pas si je vais à droite, je vais aller plutôt sur la branche familiale, et donc si je joue la branche familiale, je vais débloquer d'autres scènes qui sont plutôt dans la branche familiale, parce que ça va faire du sens. L'autre critère qu'on a pour jouer là-dessus, c'est le prix des attractions, parce qu'on est dans le parc, on est dans une sorte de jeu de gestion, et même si c'est un peu faké, on a quand même les coquillages, c'est la monnaie. On a un certain nombre de coquillages, on a des revenus qui sont basés sur le nombre d'attractions qu'on a déjà construites, et chaque attraction coûte des coquillages. Donc si je veux être sûr qu'une attraction, en tout cas si je veux encourager le fait qu'une attraction doit être jouée plutôt tard, je vais la mettre plutôt chère. Si je veux qu'elle soit jouée tôt, encourager qu'elle soit jouée tôt, je vais la mettre plutôt pas chère. Cela dit, il est complètement possible, sur cet écran du parc, si on est suffisamment patient, d'avoir une infinité de coquillages. Il y a sûrement moyen de faire bugger le jeu, comme ça, on n'a pas testé. Mais par exemple, il y a des oiseaux qui passent, quand on clique sur les oiseaux, ça nous fait gagner de l'argent, les oiseaux ils passeront à l'infini. Donc finalement, quelqu'un qui veut jouer la scène super chère de fin dès le début, il ou elle peut. Donc voilà, on utilise ces 2 critères-là, mais j'ai quand même tenu à garder cette idée qu'il y ait vraiment du choix dans... Il y a vraiment du choix dans l'ordre, et aussi qu'un minimum de scènes soit obligatoire, et je crois qu'il y en a donc 1, 2, 3, 4, il y a 5 scènes en gros qui sont obligatoires dans ce jeu-là. Toutes les autres sont accessoires, toutes les autres peuvent ne pas être jouées pour finir le jeu. Mais il faut quand même en jouer une 12aine pour finir le jeu sur les 17 scènes, mais en tout cas, s'il y a cette scène-là, tu la sens pas, tu n'as pas envie de la jouer, tu peux très bien jouer au jeu et ne pas la jouer du tout. Voilà. Et ça, c'était quelque chose qu'on voulait garder aussi. Ok, merci encore, c'était très cool. Merci. J'avais une main qui s'était levée, je crois, par ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais passer le micro et vous allez vous le passer par rebond comme ça. Attention. Bonjour. Bonjour. Alors j'aurais une question qui me trotte en tête. C'est en fait, il y a le personnage principal qui a une tête carrée. Il y a d'autres personnages qui, eux, ont des visages normaux. Et d'autres fois, il y a 2 à 3 personnages qui ont eux aussi des têtes carrées. Est-ce que c'est un message subtil pour dire que ces personnages qui ont aussi le crâne carré ont subi la même chose que le personnage principal? Subtil, hein. Ouais, c'est évidemment une des interrogations qu'on crée au début du jeu. Ah tiens, pourquoi ce personnage, Timothée, pourquoi il a une tête carrée? Ah tiens, il y a un autre personnage qui a une tête carrée là, pourquoi? Et donc c'est quelque chose auquel le jeu répond au cours de... c'est quelque chose auquel le jeu va répondre, mais oui, en gros, même si c'est pas dit clairement, il y a cette idée que la tête carrée, la tête en cube là comme ça, elle représente un stigmate de
l'inceste ou la violence sexuelle sur mineurs, c'est pas clair, mais en tout cas un stigmate de la victime, quoi. Et qu'on comprend donc que je pense pas l'avoir en screenshot là, c'est dommage, mais par exemple il y a une scène où c'est ce qu'on veut montrer, non je l'ai pas, hein. Dans une salle de classe, et on voit que dans cette salle de classe il y a 3 enfants qui ont une tête carrée. C'est un peu pour illustrer notamment la stat qu'on utilise souvent, qui dit que dans une classe de CM2 3 enfants sont concernés par l'inceste, puisqu'on parle d'une personne sur 10. Donc voilà, tout à fait, les têtes carrées sont un petit usage de la métaphore, de la poésie que j'avais dit que je ne voulais pas utiliser dans ce jeu. Je l'ai fait un petit peu évidemment. Et donc oui, c'est bien ça. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Moi j'ai une petite question par rapport au titre du jeu. Est-ce que c'est un rapport qu'il y a dans le jeu ou c'est juste vous devez trouver un nom et mercredi c'est cool? Alors, j'ai plusieurs réponses. On va commencer par la réponse fun. La réponse fun, c'est que il y a quelques années, il y a bien longtemps déjà, avec un coloc, on avait un super plan qui était de faire le film avec les crédits les plus imprononçables possibles. Ce film-là, il s'appelait A Wednesday in Worcestershire. Il y avait Kirsten Dunst dedans. Je ne sais plus quels autres acteurs. Il y avait en soundtrack, il y avait que des morceaux de Björk ou de Sigur Rós, donc des trucs en islandais illisibles. Et donc voilà, on s'était amusé à faire ce casting de films fictifs où le seul critère était d'être imprononçable pour des Français. Et donc du coup, quand j'ai commencé à bosser sur ce projet-là, je me suis dit tiens, je vais l'appeler Wednesdays in Worcestershire pour rigoler. J'ai juste gardé Wednesdays. Et il y a eu ça. Donc il y a eu, à la base, c'est un peu une blague. C'est évidemment plus qu'une blague. Il y a une autre truc, c'est que il y a l'idée que mercredi en français, c'est le jour des enfants. Donc c'est le jour où les enfants n'ont pas école. Je sais même pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était le cas à mon époque. Et l'histoire de Timothée raconte comment, quand lui, il allait chez ses grands-parents le mercredi, il se retrouvait à être abusé par un cousin qui habitait dans la maison à côté. Et donc voilà, c'était le mercredi. Le nom mercredi vient de ça, de mercredi, jour des enfants, et de ce qui arrive à Timothée, donc ce qu'on va découvrir un peu dans le jeu, on va le comprendre dans le jeu. C'est un titre qui était au début working title, on va dire, parce que j'avais pas l'intention de le garder. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à un moment, il y a une certaine série Netflix qui est sortie, qui avait un nom un tout petit peu similaire, et que je me suis dit, merde, ça va être un problème. On a beaucoup brainstormé, on a eu plein d'autres idées de titres, il n'y en a aucune qui a collé, même quand on était là, ok, maintenant c'est ça le titre. En interne, on continue à l'appeler Wednesdays, donc ça marchait pas, il n'y avait rien qui prenait. Au final, on est resté avec Wednesdays, et tant pis pour le SEO, tant pis pour Google, et on a juste espéré qu'on n'ait pas la saison 2 de Wednesday qui sorte en même temps que nous. Ce qui ne s'est pas passé, ce qui ne s'est pas produit, donc c'est très bien. On a encore quelques mois de visibilité peut-être. Et voilà, c'était l'explication du titre. D'accord, merci beaucoup. Hello, déjà merci beaucoup pour le talk, ça fait bien de voir une présentation entière sur le process créatif, ce sera super cool. Et justement j'ai une question à propos de ça. Je me demandais du coup, vu qu'il y avait toute cette gymnastique avec donc le fait de mettre plein de contraintes et de jouer avec ça, du coup est-ce qu'il existe, à quel point ça a été naturel du coup ce côté de se dire on va transgresser à ce moment-là, mais un peu legit systémiser la surprise en quelque sorte, ou est-ce qu'il y avait un peu ce côté où il existe une V01 maudite qui respecte entièrement les règles à un moment, ou est-ce que ça s'est fait plutôt naturellement? Non, en réalité, bien souvent, l'idée de ne pas respecter la contrainte était là dès le début avec l'idée de la contrainte en réalité. L'exemple, par exemple, que je donne que on va jouer un personnage différent dans chaque scène, évidemment qu'en fait l'idée qu'à la fin on joue team, elle était là. Pas forcément qu'on le joue 2 fois de suite, mais... Donc non, dans la plupart des cas, c'était un peu pensé avec la contrainte. Pour les trucs graphiques, pas forcément. Sur les trucs de couleur, moins. Là, c'est vraiment l'apport d'Exaiva parce que voilà, donc c'est elle l'artiste. Donc peut-être qu'elle l'avait en tête, mais ça, c'était pas autant prévu à l'avance. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme contrainte ? La contrainte. Là, celle-là, bon, je vous ai bullshité, parce qu'en fait,
En réalité, dès le début, les scènes, elles ont été pensées avec plein de petites fourberies, plein de petits twists comme ça. Le jeu, il a d'abord été prototypé sur Ink, donc c'est un logiciel, un script pour écrire de la narration en arborescence, on va dire. Et déjà, avec Ink, je m'étais amusé à voir toutes les manières dont on peut tordre cette idée de il y a 3 choix, il faut en choisir un, et comment on peut tordre tout ça pour faire des choses différentes à chaque fois. Donc non, voilà, pour répondre simplement à la question, le non-respect de la contrainte est chevillé à l'idée de la contrainte depuis le début, mais c'est peut-être aussi parce que je travaille beaucoup avec la contrainte, et ça depuis longtemps, et que je suis au courant de ce qu'elle peut faire pour moi déjà. Merci beaucoup. Merci. Ah, j'ai une question ici. Bonjour. Alors déjà, merci pour ce jeu qui m'a bien rendu triste, bravo. Désolé. Mais pas sur les pianos, finalement, c'était peut-être pas utile. J'ai une question, parce que durant ta conf, tu dis qu'on n'incarne pas Timothée. Sauf qu'en fait, on commence le jeu en incarnant Timothée. Parce que finalement, on s'assoit à notre bureau, on joue sur ce jeu de gestion, et c'est nous qui choisissons où est-ce qu'on pose les choses, et c'est pas ce personnage l'orque qu'il y a. Et même au-delà de ça, il y a quand même plusieurs scènes que j'ai en tête où on choisit quand même ce que répond Timothée au personnage principal de la scène. Et donc finalement, on l'incarne aussi à ce moment-là, à mon sens en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose qui est du coup mal perçu de ma part, ou est-ce que c'est un choix délibéré Alors oui, y a ça c'est vrai que j'en ai pas du tout en fait parlé de toute cette partie-là, enfin un petit peu, mais pas tant que ça. Que oui, l'idée générale, même si on n'incarne pas Timothée dans ses souvenirs, on incarne Timothée qui... Le pitch à la base du jeu, on incarne Timothée qui va relancer un vieux jeu vidéo de son enfance, Orco Park, que vous voyez ici. Et c'est cet Orco Park qui va lui refaire revenir ses souvenirs. Mais donc il y avait l'idée que ça soit quand même bien divisé avec cette partie-là où on incarne Timothée et les souvenirs où on n'incarne pas Timothée. Mais évidemment, la fin dont j'ai parlé. Et oui, en effet, il y a une autre scène dont j'ai pas parlé où on va se retrouver à choisir la réponse de Timothée. Et là encore, c'est parce que c'était trop dur de résister, parce que ça marchait bien à ce moment-là dans cette scène, et que c'était la première fois, c'est la scène où pour la première fois, Timothée va raconter à quelqu'un ce qui lui arrivait. Et donc dans cette scène-là, spécifiquement, on a ce truc où on a le changement même de personnage joueur en cours de route. Et c'est un peu une amorce de la fin du jeu, de Timothée qui commence à reprendre le contrôle. Donc oui, j'ai un peu simplifié, mais évidemment que Timothée reste le personnage principal, et c'est ses souvenirs qu'on explore, c'est sa vie qu'on découvre. Et donc non, c'est vrai. Du coup, c'est bien lui qu'on va incarner au final, mais ça va prendre un petit peu de temps. Dans le passé, c'est pas lui, et dans le présent, ça devient lui. C'est un peu ça l'idée que je voulais. Ça parle de ça vers la fin du parc, justement, où le moment où Timothée reprend le contrôle et qu'il redevient le personnage joueur, c'est le moment où on retourne dans le présent et où Timothée n'est plus à fouiller ses souvenirs, mais à prendre les devants de sa vie, et notamment va confronter son incesteur. Donc cette bascule, pour moi, elle se joue là, elle se joue dans la temporalité. Hello, question, pourquoi avoir choisi le support de jeux vidéo pour raconter cette histoire? Est-ce qu'il y avait une volonté de faire incarner aux joueurs quelqu'un de l'entourage d'une personne qui est victime de trauma? Tu peux répéter du coup? Donc tu parles pas de l'idée de jeux vidéo dans le jeu vidéo? Non, c'est quoi non, je parlais pas dans le micro. Est-ce que pourquoi avoir utilisé le support du jeu vidéo pour raconter ça et pas un autre support, le film, un livre? Et est-ce qu'il y avait volonté de faire aux joueurs incarner les personnes qui jouent, est-ce qu'il y avait volonté de les faire incarner quelqu'un de l'entourage d'une victime? Ou est-ce que c'était quelque chose qui est venu un peu au hasard? La réponse simple à la première question, c'est que
moi, le jeu vidéo, c'est ce que je sais faire. C'est là où je pense avoir un peu des compétences. Je sais écrire des trucs en arborescence. Je pense qu'il y a plein de gens qui écrivent mieux que moi, mais je pense être capable de bien penser la narration comme ça, en arborescence, c'est ce que tout le monde ne sait pas faire, et donc autant faire ce pourquoi je suis bon. Donc j'ai pas raisonné en mode je pense que le jeu vidéo serait un super médium pour traiter ce sujet. J'ai plutôt raisonné en mode ok, je veux traiter ce sujet en jeu vidéo, comment je peux faire? Donc là, c'est là qu'est arrivée du coup la réflexion de jouer l'entourage. Ça vient un peu de ce dont je parlais au début, qui était que je ne voulais pas qu'on incarne Timothée, je ne voulais pas qu'on incarne la victime parce que je trouvais pas ça pertinent de donner de l'interaction et du choix à une victime, que c'était même contre l'idée du jeu. Donc c'est là qu'est venue l'idée d'incarner l'entourage. Et là où je pense que ça... Ce qui est... Disons que, je vais essayer de le dire plus franchement, on est tous l'entourage d'une victime d'inceste, qu'on le sache ou non. On parle d'une personne sur 10, on a tous une ou plusieurs victimes d'inceste dans notre entourage. Et donc, pour moi, ça faisait sens qu'on incarne aussi cet entourage-là, puisque, en fait, soit tu es une victime d'inceste, soit tu es dans l'entourage d'une victime d'inceste, soit les deux. Donc ça avait du sens pour ça, et je voulais mettre les gens face à cet état de fait et montrer comment c'est courant et normal aussi de ne pas voir les choses, parce que le jeu il crée un truc intéressant. C'est gênant de dire je trouve que mon jeu crée un truc intéressant, je suis désolé. C'est-à-dire qu'on joue des personnages qui ne connaissent pas l'histoire de Tim. On va voir son père, sa grand-mère, sa mère, ses amis, son instituteur, des gens qui ne sont pas au courant de ce qui est arrivé à Tim ou ce qui lui arrive en ce moment, si c'est dans l'enfance, et qui n'ont pas forcément les outils pour le voir, c'est pas forcément qu'ils le voient pas ou quoi. Mais en tant que joueur, en tant que joueuse, nous on sait, ou on se doute qu'il est arrivé des choses à Tim. Et donc ça crée un décalage que je trouvais intéressant de voir comment, en fait, quand tu le vois pas, quand tu sais pas qu'il y a quelque chose à voir, tu ne vois rien. Mais quand tu sais qu'il y a quelque chose à voir, tu ne vois plus que ça. Donc c'était un peu cette idée-là qui est derrière. Et c'est évidemment aussi l'idée qui est derrière les têtes carrées, que on a des personnages du jeu qui ont des têtes carrées et tout le monde fait comme si c'était complètement normal. Et nous, ça nous saute aux yeux, joueurs, joueuses, de dire il y a des personnages qui ont des têtes carrées, c'est bizarre. Alors que dans la diégèse du jeu, personne n'a l'air de s'en soucier. Sauf à la fin, spoiler. Voilà, je me suis un peu perdu, mais j'espère que ça répond un peu à la question. Ça répond à la question, j'aime bien la réponse, merci. Merci pour cette presse et pour le jeu, c'était vraiment la presse super et le jeu aussi. Est-ce que pendant la production tu t'es pris des stops parce que du coup tu as trouvé un éditeur Arte, je suppose qu'ils ont été très bienveillants par rapport au thème, mais est-ce que tu as essayé d'autres choses et on t'a dit ouais non, le sujet est trop tabou, nous on va pas sur ce genre de thème? Non, honnêtement, j'ai eu et on a eu énormément de chance tout le long avec ce projet, parce que moi je me suis vraiment lancé là-dedans sans savoir où j'allais. Pour vous faire le pitch, en gros, c'est j'ai plus de travail, j'ai un peu tout de côté, j'ai envie de faire ça. Allez, je me donne 6 mois, envoie. Je décroche une aide à l'écriture du CNC, donc ça fait 10 000 €. Super, avec ça je peux faire un petit prototype. Et puis après, du coup, on reprend encore 6 mois et on voit, avec ce petit prototype, il y a Florent Morin, qui est le coproducteur, que je suis allé voir. Et ça t'intéresse? Il me fait oui, super. Puis on allait voir Arte, qui pareil, n'ont pas été trop difficiles à convaincre. Ce que je raconte souvent, mais qui est vrai, qui est qu'en gros, tous les gens que j'ai approchés pour ce projet-là, Florent Morin, je suis allé le voir, je fais tu veux pas coproduire ce jeu, parce que si c'est pas toi, qui ça sera? Puis Arte, je suis en gros allé les voir, vous voulez pas coproduire et publier ce jeu, parce que si c'est pas vous, franchement, qui ce sera? CNC, vous voulez pas financer ce jeu, parce que en fait, si c'est pas vous, qui ce sera? Donc ça s'est un peu déroulé comme ça. Je pense que il y a eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance sur ce jeu. J'ai eu beaucoup de chance que je me sois un petit peu fait un nom dans le milieu. Arte, j'avais déjà travaillé avec eux, donc ils faisaient confiance à mon travail. Je pense qu'en fait j'ai accumulé pas mal de cartes Joker au cours
au cours de ma vie, et c'est le moment où j'ai décidé de toutes les jouer, quoi. Donc voilà, là où ça passe, là c'est au niveau des ventes maintenant que là, bon, j'ai plus trop de jokers, je sais plus trop où aller. Mais sinon, non, il n'y a pas eu de problème et de blocage face au jeu. Il y a eu des choses qui ont été modifiées. Il y a eu des concessions qui ont dû être faites des fois. Je pense pour des bonnes raisons. J'essaie de retrouver la scène avec Lucie, par exemple. C'est ma plus grosse concession, c'est mon plus gros regret, et en même temps, je comprends bien. Donc dans cette scène-là, on a 2 enfants qui ont, je sais pas, 5-6 ans, là, qui sont dans un chalet, et puis il fait froid, ils se retrouvent dans le même lit, ils jouent, et ils ont froid, et elle dit « Ah, ben je connais un truc pour se réchauffer ». Et il faut faire pouf, 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 pouf avec ses pieds. Il faut agiter les pieds comme ça. Et donc on a une sorte de petit mini-jeu, tchac, 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 où on doit lui faire bouger ses pieds. Et donc il y a ça pendant un petit moment. Et ensuite, il y a Timothée à côté qui dit « Ah oui, mais moi aussi, je connais un truc pour se réchauffer. Et, mon cousin, il m'a montré un truc. Et là, lui, il se masturbe sous la couette, on voit rien. » Et elle dit « Ah bah oui, moi aussi, je connais. » Et puis elle aussi, à son tour, se masturbe. Et donc, on a le même mini-jeu, exactement le même, présenté de la même manière, où on fait clic, 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 pour que la petite fille se masturbe. Je suis sur scène en train de dire ça, c'est génial. Mais donc, ça va expliquer aussi pourquoi on a changé. Moi, je voulais faire ça, je trouvais ça important. La scène était vraiment designée comme ça parce que je trouvais que ce que ça montrait, c'était à quel point, pour ces enfants, jouer à courir avec ses pieds ou se toucher la zézette, c'était exactement sur le même niveau, c'était exactement la même chose. Il n'y avait pas de différence dans leur tête. Et c'était ça que je voulais montrer, et je pense que la scène le montrait bien. Et le montre peut-être encore un peu maintenant, mais peut-être pas aussi bien. Mais en l'occurrence, là, c'est Arte qui nous ont dit, bah oui, mais cette scène-là, bon, on a il y a eu plusieurs discussions, mais l'argument qui m'a eu, on va dire, c'est oui, mais quelqu'un pourrait écrire dans ce jeu, dans Wednesdays, on propose aux joueurs de masturber une petite fille. Et cette phrase aurait été vraie, puisque c'est littéralement ce qui se passe. Ça aurait été de mauvaise foi dans le contexte, tout ça, mais ça aurait été vrai. Et pour ça, pour ne pas pouvoir permettre à quelqu'un de mauvaise foi, de mal intentionné, qui veut faire du tort au jeu, de ne pas permettre d'écrire cette phrase et qu'elle soit vraie, j'ai accepté de changer le gameplay. Donc on a la même scène, il se passe la même chose, mais on n'a plus de mini-jeu. On n'a plus d'action du joueur qui fait que la petite fille se masturbe. Donc c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Mais voilà, ça c'est le plus gros exemple de pas de blocage, hein, ni de censure, mais de changement qui a été opéré pour des raisons vraiment de sensibilité du sujet, quoi. Ok, merci. Merci. Ça rejoint un petit peu la question. Tu parles pas mal d'accessibilité dans ton jeu, et notamment il y a beaucoup de content warning et beaucoup d'attention qui est fait là-dessus pour éviter que les gens tombent sur des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de voir. Comment est-ce qu'on travaille en interne quand il y a aussi cette contrainte émotionnelle de savoir on va travailler avec des gens, on va travailler pendant des mois ou des semaines sur des sujets qui sont difficiles, on va devoir faire tester son jeu, etc. Qu'est-ce que ça implique en termes de changement, de gestion de prod pour éviter de blesser des gens au passage en faisant le projet? En interne, du coup, parmi l'équipe? Ouais. C'est peut-être le point sur lequel j'aurais le moins de choses à dire, dans le sens où c'est peut-être la chose sur laquelle j'ai fait le moins attention. On est parti, le programmeur du jeu, le programmeur principal, parce qu'on a aussi Diane qui est là, qui nous a aidés. Merci Diane, applaudissez Diane. Yes. C'est parti du... Donc Chris et moi, on est tous les deux des victimes déjà d'inceste et de violences sexuelles sur mineurs, donc on savait dans quoi on s'engageait, on savait ce qu'on faisait et tout. Le reste de l'équipe, on a, j'espère, approché l'équipe en la briefant au mieux et avec le plus de pincettes, de délicatesse possible. Et Xaeva, quand je l'ai contactée pour ce projet, elle avait un peu peur au début parce qu'elle disait mais qu'est-ce que tu vas me faire dessiner? Donc Xaeva, l'artiste. Qu'est-ce que tu vas me faire dessiner en fait? Cette scène-là en particulier, c'est celle-là qui était déjà dans le script, qui la faisait flipper quand même. Mais du coup, on a discuté, on a échangé, on a fait confiance. Je sais que Virginia, qui était notre sound designereuse, n'était pas forcément à l'aise non plus avec toutes ces thématiques-là, qu'il y a des scènes qu'elle n'a pas voulu jouer, qu'elle a fait le son sans les jouer. On s'est juste adapté à ça.
Mais voilà, en fait, honnêtement, concrètement, la production du jeu, c'était on a un Discord, chacun bosse complètement à son rythme. Moi qui suis au centre, j'essaye d'être le plus à l'écoute possible, mais je crois que tout s'est bien passé, hein, mais je ne sais pas si j'ai vraiment créé le cadre parfait pour que tout se passe bien. Peut-être que tout s'est bien passé par chance. Mais voilà, je pense que tout s'est bien passé, mais j'ai pas tant réfléchi à des méthodes pour que tout se passe bien, à part, je crois, essayer d'être à l'écoute au maximum, quoi, et s'adapter au maximum aussi au rythme des gens. Voilà. Du coup, moi, je vais poser une question qui a un peu rien à voir, parce que je pense qu'on a parlé de pas mal de choses sur le jeu. Je voulais parler de ce qu'il y avait, du coup, après le jeu, donc à la post-prod et tout. Donc là, le jeu est sorti il y a une semaine, c'est bien ça ? 3 semaines. Ok, 3 semaines. Comment il s'en sort ? Est-ce qu'il y a un marché pour ce type de jeu ? Comment ça marche ? C'est-à-dire qu'il est catégorisé comme quel type de jeu ? J'imagine story, etc. Est-ce que ça a bien fonctionné pour vous ? Est-ce que ça se passe bien ? Alors, au niveau des ventes, ça se passe pas bien du tout, on va dire. Je crois qu'on doit en être à 700 ou 800 ventes. Donc, c'est pas beaucoup pour un jeu sur lequel on a passé 3 ans. C'est pas moins que ce à quoi on s'attendait forcément, parce que on arrive sur une proposition qui est très surprenante, parce que d'un côté, c'est un visual novel. Il y a clairement un marché pour les visual novels. Mais c'est pas un visual novel avec un style manga habituel. Donc, c'est pas quelque chose qui va toucher ce marché visual novel. On a un truc très BD, très BD indé, très BD alternatif dans le style, qui certainement peut séduire un public du coup de lecteurs BD, tout ça. Mais c'est pas des gens qui ont l'habitude d'acheter des jeux vidéo ni se tiennent au courant de ce qui se passe. Donc c'est pas forcément des gens qui sont touchés, qui entendent parler du jeu. Et enfin, évidemment, on fait un jeu sur l'inceste. Qui a envie de jouer à un jeu sur l'inceste ? Donc voilà, on n'avait pas vraiment de business plan. Et ça se confirme que le jeu, moi je lui espère toujours qu'il fasse parler de lui et tout, mais c'est sûr que les ventes actuelles sont pas folles et clairement pas de quoi payer le jeu. L'avantage qu'on a, c'est que c'est un jeu qui est financé par le service public en gros, hein. Donc personne ne cherche à récupérer de l'argent sur ce projet-là. L'argent du CNC, c'est de l'argent, c'est de la subvention. L'argent d'Arte, il récupère une part des ventes, mais ça reste un service public qui, je n'espère pas, revenir dans leurs frais. Donc voilà, ça c'est sur ce point-là. Sur les ventes, pour l'instant, c'est pas réjouissant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'améliorer. Moi, j'y travaille en tout cas. Par contre, sur la réception du jeu, elle est folle, elle est exceptionnelle. Les gens trouvent le jeu bien, mais c'est même pas juste ça. Moi, je reçois des messages régulièrement de gens qui me disent à quel point le jeu les a touchés, à quel point ils se sentent vus, parce qu'ils ont des histoires qui sont similaires. J'ai vu des gens en stream réaliser en cours de stream qu'ils étaient des victimes de violences sexuelles sur mineurs, donc c'est pas quelque chose dont je suis fier, mais c'est quelque chose qui est quand même fou à voir, quoi, de se dire qu'on arrive à faire des jeux qui font ça. J'ai vu sur différentes Twitch, plein de gens parler de leurs propres histoires, de ce qui leur était arrivé, donc sur des Discord, sur des chats, et c'est précisément ce pourquoi le jeu a été fait. C'est le message qui est porté par le jeu, qui est en fait, il faut parler de ce sujet. Regardez, nous on en fait un jeu vidéo, on en parle. Dans notre jeu vidéo, on se tue à expliquer que finalement, enfin en tout cas c'est la morale, on va dire, qu'il faut parler. Et ça marche, et les gens parlent. Et donc sur ce plan-là, en fait, c'est déjà une réussite. Et le truc, c'est que le jeu, il était une réussite avant de sortir sur ce plan-là. C'est-à-dire que rien que parmi les playtests que j'ai fait du jeu, c'est fou les choses qui ont pu se passer. Moi, j'ai ce que je raconte souvent, mais j'ai des amis de 20 ans que je connais depuis 20 ans qui se sont mis à me parler de de leurs histoires dont je n'avais aucune idée. Je connais ces gens depuis 20 ans. J'ai des gens dans ma famille qui m'ont contacté pour me raconter des choses que je ne savais pas non plus. Et donc voilà, tout ça avant même que le jeu sorte. Donc j'étais déjà en mode bon. Maintenant, on va essayer d'en vendre le maximum, mais les objectifs sont déjà
sont déjà remplis. Si mon but c'était si avec ce jeu je peux changer la vie d'une personne, bon bah ok, j'en ai déjà une quinzaine là, c'est bon. Voilà. Donc j'ai appréhendé la sortie quand même avec pas mal d'apaisement déjà rien que pour ça. Bah, bravo. Je pense que ça mérite des applaudissements, je pense. Let's go. Merci beaucoup. Ah bah, je vais pas aller très loin. J'ai juste une petite question, parce que vous avez parlé de BD, vous avez parlé de livres dont vous êtes le héros. Est-ce que vous avez des conseils pour faire une bonne narration en arborescence? Alors, je sais pas si c'est un conseil, mais moi je sais que je déteste les faux choix en tant que joueur, lecteur et aussi en tant que designer. C'est-à-dire que je préférerais toujours qu'on me propose 2 choix et que chacun a du sens et qu'il va changer quelque chose. Donc je ne parle pas de choix qui va changer l'histoire en entier, mais que ça soit vraiment 2 branches de conversation qui peut-être vont se retrouver plus tard. Mais en tout cas que mon choix il a de l'importance au moins pour les 30 prochaines secondes, qu'on me propose plein de choix, mais qu'en fait je capte très vite que j'aurais pu choisir n'importe quoi, ça n'aurait rien changé, et qu'on me ramène tout de suite sur le même truc. Donc ça serait un conseil, j'imagine. Moi, en tout cas, c'est comme ça que voilà. Il faut que les choix soient réels, quoi, fassent sens. Et donc, c'est pas la peine de rajouter des faux choix parce que les joueurs vont le voir de toute façon. Donc voilà, privilégier moins de choix. Dans un jeu sur lequel j'avais travaillé, j'avais travaillé sur Haven. C'est un jeu où il y a beaucoup de dialogues. Haven. Et dans ce jeu-là, il y a des dialogues aussi. Par exemple, j'avais fait le choix de dire, dans ces dialogues-là, contrairement à ce qui se fait d'habitude, il n'y aura pas 3 options, il n'y en aura que 2. Parce que ça me fait 1/3 de moins à écrire, et que du coup, je pourrais écrire plus de choses, parce que je me refuse à faire des choix qui ne serviront à rien. Donc, voilà, ça c'est peut-être un conseil. Et sinon, un autre, je ne sais pas à quel point c'est un conseil, mais il faut réussir à ne pas avoir de chouchou. C'est dur. Mais il faut pas écrire en mode ça, ok, il y a cette branche-là, ça c'est la branche que j'aime. Ça c'est la branche, celle-là je l'aime moins, mais il faut la faire, il faut faire une deuxième branche, faisons-la. Parce qu'une fois encore, la branche que t'aimes pas, le joueur il va pas l'aimer non plus, en fait, a priori. Si tu n'aimes pas l'écrire, elle va pas être fun à jouer. Et donc je pense que quand on est dans une situation où on se retrouve avec ok, là je vais le choisir, j'espère que les joueurs vont choisir ça quand même parce que le reste c'est un peu de la merde, c'est que le reste ça va pas et qu'il faut repenser, dire en fait qu'est-ce qu'on peut faire comme une autre option qui peut être plus fun, tiens en fait peut-être cette branche là elle va être encore mieux. Donc voilà, quand faut se faire confiance et quand nous-mêmes on a l'impression d'avoir une branche chouchou, c'est que on n'a pas assez travaillé les autres, quoi. Enfin, je sais pas si ça aide. Juste derrière. Et après, pour rassurer, j'ai plein de branches chouchous. Hein. Enfin, y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait. Hein. Évidemment. Déjà, merci beaucoup pour la présentation, très intéressant. Petite question sur le côté construction créative et vraiment le schéma, parce que je trouve que le jeu vidéo est un super médium, notamment pour traiter tous ces sujets durs. Maintenant, comment est-ce que vous êtes organisé justement pour le traiter? Donc vous avez certaines personnes dans l'équipe eu ce vécu-là. Maintenant, toujours se satisfaire de son vécu personnel pour créer une histoire, c'est toujours un petit peu biaisé. Est-ce que ça va toucher de manière équilibrée tout le monde ou pas? Comment est-ce que vous vous êtes justement dépatouillé avec ça? Alors déjà, au sein de l'équipe, pour bosser sur le sujet, on a une structure qui était extrêmement, je sais pas comment on dit, centralisée, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est moi qui étais en contact avec tout le monde et que du coup, c'était ma vision qui prévalait tout le temps, quoi. J'étais vraiment le directeur créatif. Et du coup, comment on a fait ça? Donc évidemment que toute l'écriture du projet, elle s'est faite en me basant beaucoup sur mon expérience personnelle et celle de proches avec qui j'ai pu discuter, mais aussi beaucoup inspiré par l'expérience de Chris, qui
qui est le programmeur, mais aussi beaucoup de l'expérience de plein d'autres gens, que je ne nommerai pas, mais parce que... Alors voilà, pour dire, je me suis pas approché d'associations de victimes d'inceste pour leur parler, pour recueillir des témoignages. À aucun moment je me suis dit il faut que je recueille des témoignages sur le sujet, il faut que j'en apprenne plus, parce que en fait, je travaille sur ce jeu depuis 3 ans, et donc ça veut dire que ça fait depuis 3 ans, depuis que j'ai commencé, que je parle du sujet de l'inceste et des violences sexuelles autour de moi, en disant je fais un jeu là-dessus, pourquoi ? Parce que moi ça m'est arrivé, voilà, je raconte. Et du coup, les gens me répondent. Et ça fait depuis 3 ans qu'en fait, tout le monde me raconte ces histoires, tout le monde autour de moi me raconte ces trucs, et que le jeu du coup est inspiré par plein d'histoires, et j'ai discuté avec plein de victimes et de leur, pas forcément des détails de leur vécu, mais en tout cas de leurs sentiments, de souvenirs précis, anecdotiques parfois, parce que l'anecdote c'est souvent très important. Mais tout ça s'est fait naturellement. Simplement parce que, en fait, parler du sujet fait que les gens en parlent autour de toi. Et à aucun moment, je me suis retrouvé en manque de ça serait bien que quand même j'ai des victimes qui playtestent ça, puisqu'en fait, les gens que je prenais pour playtester sans même savoir que c'était des victimes en étaient. Et non-stop, depuis le début. Pas toutes, évidemment. Ne regardez pas. Mais c'est arrivé, évidemment, plus d'une fois, en tout cas, que lors de playtests, voilà, les gens me parlent de leurs propres histoires. Donc voilà, pour répondre à la question, le jeu a été inspiré par tout plein d'histoires, et pas du tout seulement la mienne, mais sans un travail, pour le coup, sans qu'il y ait besoin d'un travail de démarchage ou de sensitivity reading, machin, parce que tout ça s'est fait naturellement. Notamment, et là peut-être c'est un conseil pratique intéressant, parce que le jeu a été playtesté depuis le début. Les premiers playtests du jeu sont arrivés quand il y avait un premier prototype qui était juste sur Ink, qui était juste une fiction textuelle interactive. Puis le jeu il a été playtesté quand il y avait sur Unity avec des graphismes dégueulasses que moi j'avais fait sur Paint. Puis il a été playtesté avec les graphismes qui étaient en mode schéma, sketch, croquis d'Exa, puis en version finale. Donc parce que je pense que voilà, ça c'est un conseil concret. Parce que le jeu il a été playtesté dès le début, super tôt et super fréquemment, parce qu'en fait j'avais aucune idée de ce que je faisais, donc il fallait que je vérifie constamment. C'est ça qui a permis aussi de recueillir tous ces avis, toutes ces histoires, toute cette sensibilité, de soigner les content warnings dont on a parlé, les avertissements de contenu qu'on a essayé de faire auxquels on a porté beaucoup d'attention. Et petite parenthèse, justement, les choses qu'on pensait qui allaient être les plus dures n'étaient pas forcément celles qui l'étaient. On se trompait sur beaucoup de choses, et c'était intéressant d'avoir du coup tous ces playtests pour ça. Je me perds, mais voilà, la conclusion, playtester au maximum, ça n'a rien à voir avec les questions, mais voilà, on va dire là-dessus. Si, ça répond aussi en partie. En tout cas, merci. Et merci à toi. Aussi bien pour le process que pour le résultat. Merci beaucoup. Est-ce qu'on en a terminé avec les questions ? Je pense qu'on a pas mal usé le stock, en l'occurrence. On a complètement overdrivé le temps de la conf avec le temps des questions, ce qui est une très bonne nouvelle, en fait. C'est assez chouette. Fais gaffe, me fais pas peur, Thomas. T'as levé, tu t'es gratté la tête, j'ai cru que t'avais une question. D'accord, fais gaffe. Très bien. Moi, comme je disais, tu disais, il faut parler. Moi, j'avais été très sensible à cette phrase, en fait. Il y a le fait de parler, mais ce qui est important, c'est d'être entendu. J'espère que ça aura contribué à ça, mais en tout cas moi ça m'a touché à plein de niveaux, mais vraiment toutes mes félicitations pour le jeu. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous pour justement venir nous parler du jeu, venir nous parler de ton process créatif, répondre à toutes les questions qu'on a eues dans l'assistance. C'était hyper important de le faire, et voilà, simplement merci. C'était très très chouette, on espère que tu as passé un bon moment. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve à côté pour avoir l'occasion de manger un morceau rapidement. Voilà, on grignote, on boit un verre, et c'est l'occasion de continuer un petit peu cet afterwork tranquillement. On se retrouve très prochainement pour un autre afterwork du coup, et bonne soirée.